L'expérience qui va permettre à Joseph John Thomson de découvrir l'électron en 1897 est basée sur le même principe d'une anode trouée. Il nomme le tube qu'il a construit cathode ray tube car il y voit un rayon de particules qui semble être émis par la cathode. Il passe ensuite ce rayon entre deux plaques métalliques et fait varier la différence de potentiel entre ces deux plaques, démontrant ainsi que les rayons cathodiques peuvent être déviés par un champ électrique, et qui plus est, que la charge de ces rayons cathodiques est négative. En mesurant un rapport de la charge E à la masse m des rayons cathodiques qui est fixe, il en conclut qu'il s'agit de corpuscules qui proviennent de l'intérieur des atomes des électrodes, ce qui implique que les atomes sont divisibles. Il vient de découvrir l'existence des électrons, ce qui lui vaudra le prix Nobel de physique en 1906. De très nombreux accélérateurs seront construits sur le principe du cathode ray tube durant la première moitié du XXe siècle. Nous avons vu précédemment comment ce type d'appareil accélère une particule chargée à l'aide d'un champ électrostatique dont l'intensité vaut E égale U sur D. Du coup, augmenter la vitesse des particules revient à augmenter la tension U entre les électrodes et ou à diminuer leur distance D. Voici un générateur de Van de Graaff d'une puissance de 5 mégaélectronvolts et construit par Van de Graaff lui-même en 1933 au Massachusetts Institute of Technology, dit le MIT. La voiture et la vue extérieure du hangar donnent une idée de la taille du monstre. Le problème, lorsque l'on cherche à obtenir de très hautes différences de potentiel dans l'air, c'est que l'on s'expose au risque de claquage. Cela est dû au fait que l'air, qui se trouve normalement être un excellent isolant, s'ionise sous l'effet du champ électrique qui est tellement fort. Nous avons nous-mêmes été confrontés à ce phénomène de claquage avec notre prototype d'expérience, et cela avec des tensions de seulement quelques milliers de volts. Pour contourner cette limitation, les scientifiques en viennent très vite à l'idée de mettre plusieurs de ces accélérateurs en série, c'est-à-dire les uns à la suite des autres. On appelle ce type d'accélérateur un LINAC pour Linear Accelerator en anglais. Dans cette animation, l'accélérateur est maintenant composé de plusieurs chambres. Cependant, un nouveau problème apparaît au moment où notre cher proton quitte la première chambre. En effet, ce dernier se trouve à la fois attiré par la plaque négative qui vient de passer et qui se trouve maintenant derrière lui, ainsi que repoussé par la plaque positive vers laquelle il se dirige. Ces deux forces vont donc ralentir le proton et ce n'est pas exactement l'effet recherché. Du coup, afin de contourner ce problème, un accélérateur linéaire de ce type se doit d'alterner la polarité des électrodes au moment précis où la particule passe à travers la plaque. Le plus grand accélérateur linéaire au monde se situe aux États-Unis, à l'université de Stanford en Californie. Il mesure 3,2 km de long pour une énergie accélératrice de 60 gigaélectronvolts. Afin de visualiser l'effet accélérateur induit par une succession de forces électrostatiques, nous décidons de réaliser un accélérateur linéaire de balles de ping-pong. Dans cette expérience, nous allons assimiler une particule élémentaire à une balle de ping-pong qui est recouverte de rubans adhésifs ou d'une peinture conductrice d'électricité. Nous réalisons ensuite un rail d'accélération à l'aide de rubans adhésifs conducteurs d'électricité. Nous connectons les deux pôles du rail à un générateur de courant continu que nous réglons sur 4000 volts. Il est à noter ici que faire le parallèle avec une particule chargée dans un accélérateur linéaire ne serait pas très correct car les balles de ping-pong sont électriquement neutres. L'effet final est cependant similaire à celui d'un LINAC avec la balle qui se charge positivement lorsqu'elle est en contact avec le pôle positif, puis du coup se fait repousser par ce même pôle positif, en même temps qu'elle commence à se faire attirer par le pôle négatif, où elle se décharge avant de recommencer un nouveau cycle. Dans la première partie de ce film, on peut voir que la tension de 4000 volts n'est pas suffisante pour mettre la balle en mouvement. Cependant, une fois que le déplacement est initié par une légère poussette,
On note que la tension est tout juste suffisante pour maintenir la balle en déplacement. Les à-coups induits par la succession de forces électrostatiques sont un peu plus visibles lorsque la vidéo est accélérée. La seconde partie du film montre une décharge de la balle de ping-pong à la terre, ainsi que quelques déplacements enregistrés avec une tension aux alentours de 15 à 25 000 volts. Cette tension est générée à l'aide d'un transformateur flyback de moniteur d'ordinateur. On notera cependant que cette dernière expérimentation n'a pas pu être réalisée au lycée à cause des risques liés à la très haute tension. Avant d'en finir avec les accélérateurs linéaires, évoquons rapidement deux projets internationaux qui sont actuellement à l'étude. Le premier est un projet d'accélérateur linéaire appelé International Linear Collider ou ILC. Il est conçu pour atteindre une énergie de collision de 500 gigaelectronvolts et devrait mesurer 31 km quand il verra le jour. Son implantation est toujours à l'étude au Japon. Le CERN à Genève planche également sur un projet de futur collisionneur linéaire appelé Compact Linear Collider ou CLIC. Un accélérateur à deux faisceaux prévu pour de très hautes énergies comprises entre 500 gigaelectronvolts et 3 téraélectronvolts. Petite parenthèse, on rappelle que le giga et le téra sont des préfixes du système international d'unités. Un giga correspond à 10 puissance 9, soit 1 milliard, et que 1 téra correspond à 10 puissance 12, soit 1000 milliards. Le clic devrait mesurer entre 13 km et 48 km selon les niveaux d'énergie recherchés. L'implantation du clic est à l'étude dans la région du CERN à Genève.